Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir à ce webinaire organisé par Sephora dans le cadre de la Semaine du Bonheur au Travail. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Mathieu et Jonathan Bouy de la société Elneo qui sont venus pour nous parler de l'entreprise et pour nous expliquer quel modèle managérial ils ont décidé de mettre en place dans cette entreprise. Je leur passe la parole. Mathieu, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Dominique, donc moi après des études d'ingénieur, j'ai rejoint Accenture pendant 2 ans et maintenant ça fait 12 ans que j'évolue au sein d'Elneo. Et Jonathan? Moi, j'ai fait des études plus basées sur le commercial. J'ai ensuite fait 1 an de consultance et maintenant, ça va faire 10 ans que je suis dans la société. Alors justement, la société Elneo, une entreprise familiale, vous pouvez m'en parler un peu, m'expliquer comment elle a grandi et comment elle est née et comment elle a grandi? Oui, donc voilà, l'entreprise a été créée par notre grand-père il y a 50 ans, en 1968. Notre grand-père a repris les rênes il y a plus de 25 ans et Jonathan et moi, nous avons nous-mêmes repris le flambeau il y a 5 ans, donc nous avons racheté les actions et nous avons aussi repris le management. Et voilà, donc il y a eu plusieurs étapes dans la vie de la société. Notre grand-père gérait la société de façon plutôt patriarcale, donc un peu vraiment assez à l'ancienne, dirons-nous. Et, euh, et déjà notre père, à partir de 2004, a vraiment une volonté de remettre l'humain au centre de l'entreprise. Donc il a toujours vécu un peu dans cette ambiance patriarcale et il y a un moment, il a voulu sortir de ce- de ce- de cette dynamique-là et créer sa propre dynamique à lui. Et donc, ça a vraiment mis toute une nouvelle énergie dans la société. Ça a été une période que tout le monde se souvient, nous on n'était pas encore, mais tout le monde s'en souvient comme une période qui était extraordinaire. Il y a eu beaucoup d'énergie positive qui a découlé de ces nouveaux changements où l'humain a été mis au centre de la société. Et par exemple, ça a découlé sur la création et la construction de 2 nouveaux bâtiments de Liège et d'Awan. Donc il faut savoir qu'on est situé à Liège, De Liège et Wetteren. de Liège et Wetteren. Donc de Liège et de Wetteren qui est tout près de Gand. On a aussi un bâtiment à Anvers. Et donc voilà. Et nous, on a continué cette dynamique avec Jonathan depuis 5 ans. Oui, et notre père, à l'époque, avait un slogan qui était humaine et bénéficiaire. Et c'était vraiment dans ce sens-là qu'il le voulait, parce que lui, il se voyait vraiment comme un professeur qui voulait faire grandir les gens, que les gens se sentent bien. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'il a vraiment commencé cette démarche qui a vraiment changé toute la société, parce qu'en 2004, on était 30-35, et ici, on est à 80-85 personnes. Et donc, ça a vraiment, il y a des forces qui se sont libérées dans l'entreprise, et c'est vraiment un plaisir pour nous d'avoir pu reprendre et continuer dans cette voie-là depuis 5 ans, quand notre père nous a laissé prendre la suite après son temps. Et c'est aussi quelque chose qui était assez extraordinaire, et c'est assez rare pour être remarqué, c'est lui qui a décidé de prendre sa pension. Avant l'heure de sa pension, il a commencé à lancer le processus de reprise et de suivi parce que lui aussi voulait nous donner l'autonomie et la responsabilité de pouvoir prendre la suite dans la société plutôt que de s'accrocher au pouvoir le plus longtemps qu'il le pouvait. Donc c'était vraiment un chouette défi qu'on a décidé de relever ensemble. Et il nous a aussi laissé toute la liberté de reprendre la société. C'est sûr qu'on l'a fait parce qu'on croyait, nous, à cette nouvelle dynamique sur l'autonomie, mais on l'a fait aussi avec notre couleur. Donc on l'a pas fait comme il le faisait, on l'a fait différemment. On a fait aussi suivant un équilibre qu'on a dû trouver entre nous deux. Et on a eu toute la liberté aussi pour mener ce projet à bien. Et le fait d'avoir eu cette liberté et cette confiance qu'on nous a donnée, eh ben, ça nous a donné aussi encore plus envie de la transmettre aux employés. On dit souvent, c'est qu'on veut pour soi-même, ben, on le souhaite aux autres. Eh ben, c'est un peu ce qu'on a mis en place dans les premières années depuis qu'on a repris la société. Et quel a été votre rapport à vous? Alors voilà, vous avez repris un modèle qui avait été mis en place, mais vous l'avez fait grandir, vous l'avez fait évoluer. Donc avec votre parcours, avec ce que vous aviez dans vos bagages, quel a été votre rapport à chacun? Euh, Ah, ben, moi- on se regarde toujours. Ben, moi, je pourrais dire que, voilà, par exemple, on a voulu encore plus rapprocher le pouvoir de décision au niveau des employés. Donc d'essayer d'enlever vraiment les strates de pouvoir dans la société. Et il y avait avant un comité de direction qu'on a décidé d'arrêter, ce comité de direction, et d'essayer d'avoir un maximum de représentation des employés dans les organes de décision. Et donc maintenant, c'est vraiment toute l'équipe de responsables qui décide de la stratégie et de l'évolution de la société. Donc on a une équipe de 15 responsables sur une équipe de 80. Idéalement, il faudrait que chaque personne soit représentée et qu'on ait
80 responsables, mais dans les faits, c'est dur à gérer au jour le jour. Donc l'équilibre qu'on a trouvé, c'est d'avoir une structure qu'on dit en râteau, le plus proche possible des employés, où des petites équipes autonomes sont représentées par un responsable qui a une vision de la société, qui sait où on va et qui a aussi le pouvoir d'influencer cette orientation et l'avenir de leur département et aussi de la société au niveau global. Et je pense aussi que papa avait déjà bien commencé tout le travail de donner la responsabilité aux gens, mais la donner, c'est pas toujours suffisant. Il faut accompagner cette responsabilité qu'on donne, parce que bien souvent les gens n'ont pas l'habitude qu'on leur dise tu peux prendre tes responsabilités, tu peux prendre tes décisions, et donc c'est des choses qu'on doit rappeler, qu'on doit travailler, et que nous, on a eu la chance, en étant à deux par rapport à notre papa qui était tout seul, on avait 2 fois plus de temps pour être plus proche des gens, pour les accompagner, pour être avec eux, pour être plus proche des problèmes, et maintenant on essaie de faire grandir la société vraiment dans cette philosophie, et que chaque personne sache au jour le jour qui peut s'impliquer, qui peut prendre des décisions, qui peut vraiment faire une différence dans son quotidien et pas juste se dire si Mathieu et Jonathan ne me disent pas de le faire, je ne le fais pas. S'ils me disent de le faire, je le fais. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye d'arrêter à 100% et que chaque personne se dise voilà, aujourd'hui, je vois que dans mes tâches, cette tâche-ci n'est pas vraiment efficace et je préfère ça à la place. Ne pas attendre 3 autorisations pour le faire, mais de pouvoir vraiment le mettre en place directement. C'est vraiment ce qu'on essaye d'amener et de rappeler au jour le jour à toutes les différentes personnes, parce qu'il y a une espèce d'ancrage de l'historique de dizaines, centaines d'années de travail qui sont derrière nous, et c'est difficile de se dire oui, en fait, au travail aussi, je peux avoir mon autonomie, je peux aussi prendre des décisions. Il n'y a pas que chez moi, dans mon privé, où je peux décider. Et nous, c'est un peu ce qu'on se dit, c'est les gens sont tout à fait autonomes chez eux à prendre des décisions. Pourquoi est-ce qu'en passant à la porte de notre société, ça redeviendrait des enfants à qui il faut tout dire? Et c'est ça qu'on essaie de rappeler à tout le monde tout le temps. Prenez vos décisions, soyez autonomes, parce que voilà, nous, comme je disais, par rapport à notre papa, on avait déjà 2 fois plus de temps et il y avait plus d'idées dans 2 cerveaux que dans un. Mais quand il y a 85 personnes se mettent ensemble pour trouver des nouvelles idées et faire évoluer, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pourrait faire à 2. On peut dire donc quelque part que c'est le fait d'avoir travaillé déjà en binôme tous les deux qui vous a permis de comprendre qu'effectivement il y a plus dans 2 têtes que dans une, et donc certainement plus dans 85 que dans 2. Tout à fait. C'est vrai que pour nous, l'intelligence collective, même à notre niveau à 2, est très importante, parce que même depuis qu'on a repris il y a 5 ans, nos rôles ont changé. Au début, on s'était focalisé sur des rôles qu'on s'était dit un peu fixés, chacun prend ses départements, et au final, on a eu un moment de réflexion entre nous, on s'est dit pourquoi pas travailler dans nos forces et dans ses forces à chacun, et donc on a réparti nos tâches vraiment en fonction de ce qui nous donnait de l'énergie, dans ce qu'on était bon, et on est tous les deux beaucoup plus à l'aise dans cette nouvelle répartition des tâches. Donc oui, c'est un bon exemple. Nous aussi, à notre niveau à 2, on est aussi une petite équipe qu'on doit gérer en intelligence collective. Ouais. C'est vrai que notre binôme est un peu un espèce de petit laboratoire pour l'intelligence collective au sein de la société, parce qu'on a aussi, même si on travaille à 2, qu'on est frères, on a aussi des frustrations, des frictions, des choses sur lesquelles on n'est pas en accord 100% tout le temps, ce qui arrive aussi dans la société. Et donc on essaye de voir un peu comment nous on gère à nous deux, pour essayer d'être attentif aussi aux frustrations qu'il pourrait y avoir dans les différentes équipes et de voir ce qu'on peut mettre en place. Et c'est vrai que maintenant, ce qui prend beaucoup de notre temps, c'est d'arriver à suivre, de voir les petits problèmes qu'il peut y avoir et de pouvoir aller en parler avec les gens pour que ces frustrations ne deviennent pas des gros problèmes avec le temps. Parce que c'est vrai que quand on laisse de la liberté, au début, il faut s'habituer à avoir cette nouvelle liberté, cette nouvelle autonomie, ces nouvelles responsabilités. Il faut savoir vivre avec. Et il y a toujours une période d'adaptation pour toutes les personnes au sein de la société. Et donc nous, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de faire attention, parce qu'on se rend bien compte qu'à nous deux, alors qu'on est frères, qu'on se connaît depuis qu'on est né, il y a des frustrations aussi. On ne peut pas toujours être d'accord avec tout le monde, et il faut pouvoir les adresser, il faut pouvoir en parler et avancer ensemble et arriver à trouver des compromis, parce que dans l'ancien modèle, comme notre grand-père faisait, il décidait c'est A, c'est B, mais il n'est pas question que quand il avait décidé que ce soit B, quelqu'un dise que ce soit A. Mais nous, ce n'est pas notre manière de fonctionner. Et donc, s'il y en a un qui dit c'est A et un autre B, on arrivera certainement à C pour que tout le monde soit content avec la solution, même si personne ne sera content à 100%, mais que ça convienne à tout le monde. Et ça, c'est vraiment une des choses qu'on a appris à nous deux et sur lesquelles on travaille encore au jour le jour. Ouais, et c'est vrai que pour évoluer vers une organisation plus participative et plus autonome, c'est un vrai challenge d'arriver à ce qu'une décision soit un compromis. Et il faut aussi, et même pour nous, chaque année, je pense que toutes les sociétés qui veulent évoluer vers une entreprise plus participative, ils doivent faire un laboratoire interne. Il n'y a pas de
de formule magique qui va marcher pour tout le monde. Et je pense qu'il faut vraiment faire du essai-erreur pour voir quelles décisions peuvent être prises en groupe, quelles décisions qu'il faut quand même remettre chez certains managers. On ne peut pas tout changer d'un coup. Et de faire ça étape par étape, année par année. Et de se remettre en question chaque année pour essayer d'évoluer. Et c'est ça qui est important, je pense. C'est pas rester statique, d'avoir un goal qui est vraiment arrivé avec des rêves, de se dire on a encore plein de rêves d'aller beaucoup plus loin, et de chaque année être focus sur le fait cette année-ci, on va encore changer les choses. Vous me le disiez quand on a préparé ensemble, vous me le disiez, ce qui est important pour vous aussi, c'est de ne pas travailler simplement avec des chiffres et de ne pas mesurer la rentabilité et le bien-être de l'entreprise uniquement avec des chiffres, mais que vous vouliez d'autres indicateurs aussi et que ces indicateurs-là, ils devaient venir du terrain. C'était aussi quelque chose qui était important dans ce modèle-là pour vous. Oui, tout à fait. Nous, on a, je pense, comme toute société, des indicateurs financiers qu'on suit régulièrement, mais c'est vrai que depuis quelques années, on essaye vraiment de trouver des moyens alternatifs d'évaluer la performance de la société, mais même pas la performance, mais ce qu'on fait au sein de la société, parce qu'on essaye justement d'essayer de retirer un peu cette notion de tout le temps être performant financièrement et de chercher tout le temps à être plus, et on essaie de faire plutôt du mieux que du plus, et c'est vrai que c'est pas facile parce que il n'y a pas tellement de modèles qui existent. Donc ici maintenant c'est ça qu'on fait une fois par an, une journée avec tous nos responsables pour voir comment ça se passe dans leurs équipes, et une fois par an, 2 jours et une nuit avec eux pour pouvoir essayer de voir comment ça se passe, qu'on peut mettre en place, comment faire évoluer notre modèle, comment ça s'est passé l'année dernière, ce qu'on a voulu mettre en place, comment on doit faire évoluer. Après ici on vient de commencer, il y a 1 an, on a maintenant un baromètre du bien-être qu'on fait tous les mois où on pose les mêmes questions à tout le monde pour bien voir que ça n'a rien à voir dans le financier, c'est des questions qui sont tout à fait dans tous les autres niveaux et qui vont jusqu'à est-ce que j'ai confiance en Mathieu et Jonathan pour bien gérer la société, et on a une trentaine de questions, quarantaine de questions qui sont posées tous les mois pour voir qu'on évolue, et ça vraiment ça nous permet d'avoir un indicateur où de temps en temps on voit tiens là il y a un problème, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien et c'est un point d'attention pour nous d'y aller, alors que de temps en temps et même assez régulièrement c'est des équipes qui au niveau financier ça marche très bien, mais de temps en temps ça marche trop bien, donc ça crée des frustrations. Et si on n'avait pas ce genre d'indicateur, on ne le voit pas toujours, parce que les gens sont dans le quotidien et doivent foncer pour arriver à faire leurs tâches, et alors on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière, toutes les frustrations, les tensions, et à un moment quand ça sort, ça explose. Et donc c'est ça vraiment qu'on essaye de suivre, cet aspect humain au sein de la société au jour le jour. Mais c'est vrai que évoluer aussi, même nous on a évolué. Quand on a repris la société, on avait une pression financière. Voilà, c'est sûr qu'on a racheté avec des banques, et donc au début, et comme tout chef d'entreprise, le contrôle est quelque chose on se rattachait. C'est un sentiment de sécurité pour un directeur d'avoir du contrôle. Et donc au début, on a besoin de beaucoup de contrôle. On avait plein, enfin on en a toujours, mais on les regarde moins. Mais on a plein de tableaux de bord, et on croit pouvoir tout gérer avec des tableaux de bord. Et je crois que les sociétés doivent évoluer vers des tableaux de bord, c'est bien en cas de problème, mais quand ça va bien, il faut sortir le terrain. Et sortir le terrain, les gens du terrain le sentent, le terrain. Et il faut arriver à mettre cette connexion forte entre les gens du terrain et nous. Et donc il faut mettre un cadre en place pour être sûr que les gens qui travaillent au jour le jour dans toutes les équipes puissent aient un pouvoir d'action pour changer les choses, aient un pouvoir d'action pour faire évoluer les choses, et aient aussi une écoute attentive de leurs responsables, mais aussi du directeur, qu'on puisse être sûr que cette communication se fait de façon homogène dans la société. Et abandonner le contrôle pour plus de confiance. Mais justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets justement de ce que vous avez mis en place? Parce que c'est vrai qu'on on parle de cette autonomie, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets finalement de ce que vous avez mis en place pour arriver à capter justement ce retour du terrain, à capter ce feedback Après, je crois que premièrement, il y a des outils, mais c'est aussi une attitude au quotidien. Je pense que d'habitude, il faut d'abord se montrer en tant qu'exemple, être vraiment à l'écoute des gens et prendre le temps de savoir écouter les équipes quand on a du temps prévu avec eux. Mais on a mis des outils aussi en place. On a par exemple trouvé l'aspiration ailleurs pour avoir l'open lunch, qu'on appelle ça. Donc c'est un lunch où tout le monde peut poser des questions anonymes. Donc ça veut dire qu'il y a une plateforme qui n'est pas gérée par nous, donc tout à fait anonyme, et les gens en sont tout à fait conscients, et où les gens posent toutes sortes de questions, et aussi où ils votent.
Donc il y a toujours deux phases. D'abord, il y a beaucoup de questions qui arrivent, et puis après, les gens votent. Comme ça, nous, on voit l'intérêt suscité par les questions. Et donc, tous les mois, Jonathan et moi, on répond de façon honnête à toutes ces questions. Et des fois, il y a des gens qui rebondissent sur ces questions, et ça lance des fois des discussions, et des fois, c'est juste nous qui répondons. Et il faut dire que des questions nous ont mis vraiment dans l'embarras. C'est des questions où on ne s'attendait pas, mais c'est bien qu'elles soient sorties. Voilà, c'est des questions sur des problématiques salariales ou sur des problématiques d'éthique ou des problématiques comme ça. Ben voilà, des choses c'est des non-dits. Des non-dits qui ont pu être adressés grâce à l'anonymat. Moi, je comprends tout à fait qu'en tant qu'employé, une question sensible, on se dit, moi, si je la pose devant tout le monde et que je la mets sur la table ici devant le directeur, on va me juger, on va me dire, oh, ben c'est le fauteur de troubles. Et voilà. Ça permet cette plateforme vraiment de supprimer cette peur de pouvoir parler de tout. Et je pense que voilà, dans une organisation participative, il ne faut pas avoir de tabou. Et cet outil permet entre autres de ne pas avoir de tabou. Et permet aussi, et surtout moi je trouve, en fait la grosse contrainte d'un chef d'entreprise, c'est qu'il n'a droit qu'à sa propre vision de l'entreprise. Et donc parce qu'on en a reparlé il n'y a pas longtemps, à chaque fois qu'on communique, on a tendance à communiquer ce qui nous semble important. Mais ce qui nous semble important n'est pas nécessairement ce qui semble important à tout le monde dans la société. Et là, ça permet à ce que chacun nous remonte les sujets qui leur semblent importants, et donc d'avoir une communication qui est beaucoup plus ajustée aux besoins et aux problèmes de chaque personne, parce que oui, on couvre certainement avec nos présentations et notre communication, je veux dire entre 50 et 80% des problèmes des personnes, mais il reste toujours une partie qu'on ne répond pas qu'on n'a pas envie, mais c'est qu'on n'y pense pas, et donc là, ça permet vraiment de pointer le doigt là-dessus. Donc ça, c'est vraiment un point qu'on a vraiment apprécié, et ça nous permet aussi d'avoir des réflexions sur de temps en temps, des choses auxquelles on ne pense pas, et qu'on se dit, c'est vrai que ça va pas, il faut qu'on change, et c'est juste que c'est dans notre routine, dans nos habitudes, de le voir devant nous, et donc au final on ne le voit plus, et que là ça permet de vraiment de leur mettre, parce qu'on a pas mal de nouveaux qui arrivent, et les nouveaux n'hésitent pas à poser leurs questions vu que c'est anonyme, et donc c'est vraiment un outil qu'on apprécie vraiment énormément. À côté de ça, pour avoir du feedback, on a changé maintenant totalement les entretiens d'évaluation. Donc on a supprimé les entretiens d'évaluation pour faire des entretiens d'accompagnement. Donc plutôt que de dire ce qui a été mal fait dans le passé et ce qui peut être mieux fait et ce qu'on va faire, ce qui a été bien fait, on se dit voilà, ensemble, vers où on veut aller, et même plutôt vers où tu veux aller avec le collaborateur, et comment est-ce que tu te vois y aller, comment est-ce que moi je peux t'accompagner. Mais donc ce n'est plus Elnéo, Mathieu, Jonathan ou un responsable qui dit tu dois faire ça, ça, ça et ça, mais c'est la personne qui prend la responsabilité de se dire voilà, dans mon travail, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà comment j'aimerais me développer, voilà ce dont j'aurais besoin comme ressources en formation, en temps, en matériel. Et alors on fait un plan ensemble pour voir comment on peut y arriver. Et alors c'est, je pense, plus valorisant pour les personnes, c'est un peu plus engageant parce que c'est eux qui ont décidé, donc ils se mettent dans leur propre projet, et je pense que ça donne plus de sens et de valeur à leur travail au quotidien. Et aussi, je pense qu'un truc qui est important de mettre en place, c'est de la formation et de l'accompagnement. Parce que donc nous, on croit vraiment dans des petites équipes autonomes, comme on l'explique. Je pense que les équipes autonomes de maximum 15 personnes, c'est l'idéal. Après, chacun se fera son idée sur la question. Mais entre 5 et 15 personnes, pour garder quand même un contact fort. Et nous, c'est ce qu'on a fait aussi. Donc, on a des équipes par département, par langue, qui sont aussi, en termes de proximité, assez proches. Et il faut les former à l'autonomie aussi. Donc, on essaie d'accompagner ça avec toutes des journées de formation, avec des choses, par exemple, sur les différentes méthodes de communication, sur les personas, sur comment communiquer, Parce qu'à un moment, avant, entre guillemets, les gens n'avaient rien à dire, et donc ils faisaient ce qu'on leur disait. Mais quand tout le monde a le droit à la parole, il faut aussi que tous les avis convergent et arrivent à aller dans le même sens. Donc je pense que l'accompagnement là-dedans, via des formations externes et ou internes, mais vraiment accompagner les gens à prendre des responsabilités, une place dans un groupe, c'est vraiment important. On peut parler un petit peu de vos valeurs, parce que je vous cite, vous m'avez dit les compétences, on peut les acquérir, les valeurs, elles ne changent pas. Donc je pense que dans les exemples aussi, il y a justement cette mise en place des valeurs de l'entreprise, et ça aussi, ça s'est fait de façon complètement participative, et vous avez vraiment travaillé avec toute l'entreprise. Vous pouvez m'expliquer un peu comment ça s'est passé ? Oui, quand on a repris, on avait, je pense comme beaucoup de sociétés, quelques mots-clés qui donnaient nos valeurs, mais on s'est rendu compte qu'au final, peu de gens les connaissaient et peu de gens les vivaient réellement au jour le jour. Ça se vivait de manière informelle ou inconsciente, mais ce n'est pas ce qui animait vraiment la société. Et alors on a eu cette réflexion avec Mathieu de se dire,
voilà, on veut refaire un travail, comment est-ce qu'on va le faire? Et c'est là qu'on a commencé, c'est peut-être notre première réelle action participative qu'on a fait au moment où on a repris. On s'est dit, on ne va pas mettre les valeurs de Mathieu et Jonathan et obliger tout le monde à penser comme nous. Ce qu'on a fait, c'est, je pense qu'on avait une liste d'une centaine de valeurs et on a envoyé la liste à tous les employés et tous les employés ont dû mettre une échelle de 1 à 5 sur les 5 valeurs qui étaient les plus importantes pour eux au sein de la société. Et alors on a vraiment eu à ce moment-là un top 10 des valeurs qu'on avait au sein de la société. Et alors, lors d'une des journées avec nos responsables, parce que c'était compliqué de le faire avec 85 personnes, et donc on l'a fait à 15 et on a rassemblé ces valeurs en phrases aussi pour ne pas dire, voilà, autonomie, on peut mettre beaucoup de choses derrière l'autonomie, derrière la responsabilité. Donc on a essayé de donner un peu plus de sens à ces valeurs en les mettant dans des phrases et dans un contexte. Et maintenant, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise au jour le jour dans la société et qu'on sait qu'on peut utiliser parce que elles sont partagées par tout le monde et c'est pas seulement les valeurs de Mathieu et Jonathan imposées, mais c'est les valeurs vécues par tout le monde. Et donc, on considère que c'est vraiment le socle de la société qu'on ne veut pas changer parce que si on commence à toucher aux valeurs pour arriver à avoir plus de croissance ou pour avoir un objectif quel qu'il soit, toute la société peut s'effondrer parce que si on retire le socle d'une construction, il n'y a plus rien qui tient. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on est fier et qu'on est content de la manière dont ça s'est fait parce que ça a été vraiment bien accepté par tout le monde et tout le monde a joué le jeu. Ouais, et c'est vrai que, allez, c'était maintenant il y a 5 ans vraiment qu'on a repris, on a défini ces valeurs et après tout le monde maintenant met une page valeurs sur son site web. Voilà. Et je pense que tout le monde va dire que nos valeurs sont importantes, mais je pense qu'il faut vivre dans une société pour sentir à quel point c'est important et c'est cohérent. Et je crois que voilà, chez nous, on le dit, on le fait, toutes les décisions sont vraiment filtrées grâce à ça. Et à l'embauche, par exemple, c'est quelque chose, maintenant, à la limite, si on devait on ne teste quasi que ça. Évidemment, il y a des autres choses, des compétences techniques, mais vraiment, si on est d'accord sur les valeurs, souvent, ça roule. Et souvent, on a des fois fait des compromis sur les valeurs parce qu'une personne, justement, avait un super profil technique qu'on ne savait pas trouver ailleurs. On s'est dit, ah ouais, mais il y a peut-être un petit doute. Mais écoute, l'opportunité est trop belle, c'est difficile pour l'instant d'engager, donc on va y aller. Voilà, maintenant, l'assurance nous a dit, avec les années, on n'a pas encore non plus 50 ans d'expérience, mais l'expérience qu'on a nous a dit de ne plus faire ces entorses-là, parce que ça casse chaque fois. Et voilà, on peut peut-être les parcourir pour un peu qu'on explique vraiment ce qu'il y a derrière, parce que je pense que c'est tout à fait à propos dans cette interview. C'est la première qui est vraiment, c'est là sur laquelle on parle beaucoup pour l'instant, c'est donnant liberté et confiance pour développer responsabilité et autonomie. Pour nous, on l'a mis à 5 ans et elle est toujours aussi vraie. Et je trouve que justement, ne pas dire juste autonomie, mais d'avoir cette balance entre donner pour développer, c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire des deux côtés. Et c'est quelque chose qu'il faut accompagner. Comme je disais, c'est quelque chose d'itératif. On a bougeons ensemble avec enthousiasme et optimisme. Bon, ça, franchement, je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui est partagé souvent, mais on essaie vraiment de garder le positivisme des gens. Parce que voilà, le Covid a été un bon exemple. Si on ne reste pas positif dans ces périodes-là, tout le monde croule, quoi. Et donc, vraiment, le mindset positif, c'est quelque chose qu'on essaye de développer avec l'esprit d'équipe. Oui, après, épanouissons-nous dans un environnement de travail agréable. C'est vrai qu'on essaye, on a des équipes qu'on appelle Happy at Work, et c'est des gens qui se mettent volontairement dedans et qui créent un peu des événements, qui essaient de regarder que l'ambiance des bâtiments, que ce soit au niveau des... ici, on est en train de renouveler toutes nos chaises de bureau pour essayer d'avoir des chaises qui sont plus ergonomiques, de venir faire des kinés pour avoir les bonnes positions, etc. Et c'est toutes des petites choses qu'on essaye, qu'on essaie de faire parce qu'on passe énormément de temps au final au bureau avec ses collègues et on se dit ce serait dommage en passant 8 heures par jour au bureau, que ce soit 8 heures où on ne soit pas bien, où on ne se sente pas bien. Et donc on pense que c'est vraiment important qu'au jour le jour, qu'on se sente bien dans son bureau avec ses collègues et dans la société pour arriver à faire son travail de manière plus fluide et plus agréable. Et la dernière, c'est apprenons à connaître et reconnaître les besoins de chacun pour mieux se respecter les uns les autres. Et celle-là, il y a la finesse parce que ça parlait de la valeur respect, mais quand on a lancé cette valeur-là, on s'est dit le respect c'est bien, mais le respect que moi j'attends n'est pas le respect que Mathieu attend. Et nous, on s'en rend bien compte à nous deux. Moi, j'essaye d'être toujours à l'heure tip-top et d'être 5 minutes à l'avance. Je sais que Mathieu, s'il est 5 minutes en retard, ou 2 minutes en retard, il ne sera jamais 20 minutes en retard. C'est jamais en retard. Mais, et
Et voilà, il faut apprendre à vivre avec et de se dire, ben voilà, moi je sais que lui, je sais que quand on est à nous deux, ben, c'est pas grave, mais on essaie de faire attention, de venir plutôt quand c'est pour les autres, quand c'est vraiment important, et on essaie de chacun se dire, ben voilà, en fait ce qui est important pour moi n'est pas important pour les autres, et donc quand je parle à quelqu'un d'autre, je ne dois pas faire ce que moi j'attends, mais je dois essayer de m'adapter à l'autre personne pour le respecter lui en fait, parce que sinon on a l'impression qu'on fait tout bien, mais si c'est pas ce que l'autre attend, ben, on ne le respecte pas et en ayant l'impression de bien faire. Donc ça, c'est un travail qui est assez compliqué, mais c'est une attention au jour le jour et c'est ça, voilà, dans le sens qu'on essaye de mettre dans les phrases plutôt que dans des mots. C'est là que ça fait un peu toute la différence. Et c'est vrai que comme Mathieu disait, ces valeurs-là sont pour nous des choses qui sont vécues au jour le jour, toujours, tout le temps. Et on a décidé vraiment d'engager sur base de ces valeurs, parce que les valeurs peuvent un peu évoluer à travers les années et une vie d'une personne, mais on ne change pas du jour au lendemain, du tout au tout. Et donc nous, dans le recrutement, c'est vraiment maintenant quelque chose qui est vraiment super important. Et ici, on en a même fait, parce que voilà, il y a un peu la guerre des talents, mais il y a surtout avoir des talents qui correspondent à notre société. Et donc on a fait une vidéo de recrutement ici dernièrement pour essayer de faire transparaître la culture, l'ambiance et les valeurs qu'on a au sein de l'ELNEO. Je propose peut-être qu'on la regarde. C'est une excellente idée, on va la regarder ensemble, comme ça nous donnerait une idée. Laissez-moi vous présenter Tobias. Tobias est né en 1995. Fils cadet d'une famille ordinaire, ayant grandi dans un coin de campagne ordinaire, un enfant ordinaire, me direz-vous? Pas tout à fait. À 13 ans, il sauve son voyage scolaire en réparant seul le bus à l'aide d'une simple clé. Un épisode qui lui vaudra le surnom d'El Salvador. Poursuivant sur cette voie, il entre à 18 ans dans une école d'électromécanique de pointe et en sort à 23 ans avec le plus haut grade et une mention spéciale du jury. Aujourd'hui, Tobias a 24 ans et il s'apprête à pousser la porte de l'entreprise ELNEO. ELNEO était une entreprise aux apparences ordinaires. Bureaux lumineux, machines à café, une ambiance décontractée. Ça, c'était la face visible de l'iceberg. Mais il y avait forcément autre chose. Il savait qu'il allait devoir gagner le respect de ses collègues, prouver qu'il était digne d'appartenir à cette grande famille. En cas de victoire, il ne devrait jamais se montrer arrogant et toujours faire l'impossible pour conserver l'esprit d'équipe propre à l'entreprise. Bien sûr, il savait aussi qu'il devrait faire face à des situations compliquées. Gérer son stress pour satisfaire les clients, connaître chaque produit sur le bout des doigts et contribuer à son échelle au développement de la boîte. Il n'avait pas peur. Il savait que l'autonomie qu'il aurait lui permettrait de se concentrer sur n'importe quelle charge de travail. Enfin, il savait qu'il allait devoir faire ses preuves et que parfois, il n'aurait pas droit à l'erreur. Il savait tout ça et il était prêt. Et donc voilà, comme on voit bien dans cette vidéo-là, on ne parle quasiment que des valeurs de la société et ça nous permet, nous, de faire déjà un filtre dans les personnes qui vont postuler chez nous. Et alors, ici en plus, c'est dans le thème, puisque dans cette vidéo, Mathieu et moi n'avons rien fait à part les 10 dernières secondes où on a joué, mais sinon ce ne sont que des collègues qui ont joué, qui ont écrit le scénario et qui se sont arrangés avec une société externe pour filmer. Donc c'est vraiment des choses, voilà, quand on dit donner la liberté et la confiance, on leur a dit, ben, voilà, on doit faire un film, faites-le, on vous fait confiance. Et c'est vrai que la première fois qu'on a vu le scénario, on s'est dit... Aïe, aïe, aïe. Mais on l'a fait. C'est le principe aussi. Des fois, il faut donner la confiance et il faut aller en confiance jusqu'au bout. Mais c'est vrai que moi, j'ai vu le scénario, je me suis dit, oh là là, on va vraiment faire ça. Et finalement, on a pris notre pince, on a pris les... Voilà, et c'était très gai que ça se fasse comme ça. Et en plus, avant,
on se serait pris la tête pour une vidéo comme ça. Et finalement, là, on a laissé vraiment totale confiance. Et c'est un exemple parmi d'autres, mais sur d'autres projets, c'est la même chose, quoi. Et les résultats qu'on voit sont toujours vraiment extraordinaires pour nous aussi. De voir quand les gens ils sentent qu'on est derrière eux et qu'ils peuvent faire des erreurs et qu'ils peuvent se planter, mais que, franchement, il y a des choses extraordinaires comme ça qui se passent. C'est grâce à ça que ça émerge. Ouais. Et c'est vrai que nous, moi je dis souvent à Mathieu, c'est des choses de temps en temps où nous on a moins de temps, donc on le fait plus vite, trop vite, et donc on le fait pas bien, donc ça nous stresse plus, et alors on a moins de temps pour faire les autres choses qu'on doit faire, et ici on donne ça à des personnes qui sont ravis de le faire, qui adorent, qui sont passionnés, parce que c'est des gens qui se mettent comme volontaires en plus de leur tâche, qui le font super bien. Nous, ça nous libère du temps pour avoir le temps de mieux faire les autres choses qu'on doit faire, donc c'est vraiment du gagnant-gagnant pour tout le monde. Et c'est vrai que l'aspect, ici on voit qu'il y a plein de gens qui ont participé à ce projet, et dans tous les projets, par exemple, on a refait notre site internet il n'y a pas longtemps, ça a été un vrai travail d'équipe. Tous les gens à tous les niveaux ont donné leur... Il y a eu un chef de projet, mais vraiment, tous les projets maintenant, donc on a une dynamique où on a une équipe projet, où chaque fois les gens dans cette équipe projet peuvent prendre des projets, et donc ça c'est plutôt les responsables de projet, mais il y a plein de gens de façon transversale qui viennent se mettre dans les projets, et tout le monde sait bien dans la société que, en tout cas, c'est tout à fait ouvert et que n'importe qui, à n'importe quel poste, peut prendre part à un projet. Et la plupart des gens ont déjà participé à plein de projets. Et voilà, et c'est aussi gai que les gens ne soient pas cloisonnés toujours dans leur travail, mais se dire, à un moment, je vais aller prendre un truc qui n'est pas du tout ce que je fais d'habitude, et je vais aller donner ma contribution là-dedans, et voilà, on verra ce que ça donne, et ça donne toujours des choses bien. Alors, on a parlé de plusieurs choses, puisque c'est vrai, l'autonomie, vous l'avez dit, ça peut faire peur. Et donc, il y a plusieurs choses que vous avez mises en place, comme effectivement autoriser ce droit à l'erreur, pouvoir essayer, etc. Vous m'avez parlé de quelque chose qui était important pour vous aussi. C'était aussi le fait d'avoir un management par l'exemple. Donc, de pouvoir vous-même aussi incarner ces valeurs et les choses qui vous paraissent importantes dans l'entreprise. Là aussi, est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu, en fait, du fait de toujours rester attaché au fait d'être le modèle de ce que vous proposez, de ce que vous essayez de mettre en place? Oui, je pense que des plus bel exemple, parce qu'il y en a beaucoup qui, quand on parle d'exemple, pensent arriver le premier et partir le dernier. Et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on faisait au début, en s'obligeant à vraiment arriver tôt, partir tard et se dire qu'on travaillait fort. Et encore une fois, comme pour les indicateurs financiers, plutôt que de faire plus, on s'est dit qu'on allait faire mieux. Et nous, c'est vrai que moi, j'ai eu un petit garçon qui n'a pas dormi pendant 1 an et demi et où j'étais vraiment épuisé. Mathieu a eu des phases de stress aussi assez élevées. Et donc, on a décidé, il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, de passer tous les deux à 4/5e. Et donc, nous, c'est quelque chose qui, dans la société, est tout à fait accepté et que, voilà, on comprend qu'on peut avoir envie d'un autre équilibre, pas de se dire on travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, j'ai tendance à souvent dire à ceux qu'on recrute, chez nous, c'est pas un sprint, c'est un marathon, donc il faut trouver son rythme, il faut trouver son rythme de croisière qu'on peut tenir pour toute une carrière, parce que notre objectif n'est pas de se dire on va prendre tout ce qu'on peut chez une personne pendant 2 ans, pomper, et puis après on le jette à la poubelle et on prend un nouveau. Nous, c'est vraiment de construire avec les personnes, et voilà, on accompagne le rythme de chacun, essayer de trouver vraiment ce qui convient à chaque personne. Et c'est sûr qu'il y a plein de gens chez nous qui travaillent encore à temps plein, mais ceux qui ont envie, parce qu'ils ont soit une passion, soit des enfants, soit juste l'envie d'avoir un peu plus de temps pour eux, qui veulent réduire leur temps de travail, ils voient bien que nous, on le fait, et donc que c'est totalement accepté au sein de la société. Ouais. Et je pense qu'en termes d'exemplarité aussi, il n'y a aucune logique à dire on veut une entreprise autonome et arriver dans une réunion et dire à la fin, tac, 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 on fera ça, 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 ça. C'est aussi au quotidien, dans chaque réunion, de se dire je me mets en retrait, et c'est très dur, franchement. C'est quelque chose, il faudra avoir un vrai travail sur soi-même quand on a eu en tant que directeur le pouvoir de tout décider, de se dire, vraiment, je sens que ce ne serait même pas la bonne décision, mais que ce serait une décision valable. Et il vaut mieux que ce soit une décision valable qui, je pense, n'est pas la bonne décision, mais qui au moins, ils se l'approprient et ils vont la suivre jusqu'au bout. Et des fois, souvent, même, on se pense ça au moment même, et des fois, la décision de l'autre est encore meilleure. Mais voilà, mais c'est vraiment un travail sur soi-même qui n'est pas facile, et je ne dis pas qu'on le fait à la perfection tous les jours. Je pense qu'on parlait de remise en question. Nous, la remise en question, chaque année, on change. Et chaque année, on change aussi personnellement. Et chaque année, on évolue dans notre rôle de directeur. Et je pense que c'est ça qui est intéressant aussi dans cette remise en question, c'est d'aller voir à l'extérieur ce qui se fait et de pouvoir amener des choses intéressantes aussi
dans l'entreprise. Donc je pense que l'exemplarité, elle est à plein de niveaux, différents. Mais la première chose, c'est les valeurs, il faut les incarner. Donc voilà, on a parlé des valeurs. Si on a des comportements au jour le jour qui n'incarnent pas ces valeurs, on manque de cohérence. Donc je pense effectivement que l'exemplarité est très importante. Et je pense qu'une des choses ici que nous, on a beaucoup travaillé, et c'est un travail sur nous-mêmes, c'est de savoir dire qu'on n'a pas raison, qu'on n'a pas toujours raison, on n'a pas toutes les solutions. Et ça nous arrive bien souvent de dire, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je ne sais pas. On n'a pas la science infuse, on n'a pas 50 ans d'expérience chacun dans le secteur où on connaît tout de tout, et le monde évolue tellement vite que c'est impossible de savoir tout suivre. Donc je pense que ça, c'est une des choses aussi où nous, on essaye on s'entoure dans des groupes de chefs d'entreprise pour essayer d'aller prendre des idées à gauche, à droite et d'essayer d'être inspiré. Mais on s'entoure aussi en interne. On a une équipe qui est extraordinaire et on leur fait confiance et on le dit franchement, quand on sait pas toujours. Et ça, je pense que c'est quelque chose, c'est une étape de se dire, je suis patron et de savoir dire je sais pas, c'est pas facile. Ou même des choses qui sont un peu tabous des fois dans les patrons. J'ai peur, voilà. Il y a des moments où on a peur de certains trucs où on ne sait pas ce qu'on doit faire là. Voilà, c'est des choses, le doute. On avait l'impression qu'avant, par exemple, si on parlait de notre grand-père, si les gens parlaient, il n'avait jamais aucun doute. Mais évidemment, il avait des doutes. C'est juste qu'il les gardait pour lui et qu'il décidait pour lui. Et je pense que c'est ça aussi. Après, je sais pas si ça fait vraiment partie du processus participatif, mais je pense c'est aussi se montrer intègre aux gens et de se dire que voilà qu'on a besoin d'eux pour pouvoir évoluer et que c'est mieux de décider tous ensemble parce que c'est aussi une question pour nous. Franchement, on parlait d'épanouissement. Pourquoi est-ce qu'on va vers là? Il y a une partie qui est égoïste aussi, on est plus épanoui quand on va vers là. Même nous, c'est pas toujours facile parce que ça nous met quand même dans nos retranchements de devoir accompagner ce changement. Et chaque année, on a des beaux défis à relever quand on voit les choses qui émergent de l'organisation. Mais c'est aussi plus épanouissant de ne pas être reclus dans son coin en tant que patron, mais plutôt d'avoir l'impression d'avoir une société qui est plus organique, d'avoir quelque chose qui est plus tout cohérent et où nous, on n'est pas le capitaine du bateau infaillible qui doit répondre à tout le temps et qui a toujours tout dans son chapeau magique pour répondre à tout le monde. Donc voilà, je pense que ça, c'est aussi intéressant. On a répondu à beaucoup de choses. Hein. Ouais, désolé. J'ai un petit... Alors oui, voilà. Oui. Effectivement, on a fait quelques petits allers-retours. Si vous avez juste... Attends 2 secondes, puis après recommencer la question. On enlèvera juste... Super, ça c'est top. Ça tombe bien que je puisse le faire. C'est vrai, j'ai mélangé mes slides. Ouais. On a beaucoup passé d'un côté à l'autre. J'avais dit que je ne suivrais peut-être pas, qu'on ne suivrait peut-être pas toi. Et je pensais gérer, et puis voilà. Vous me dites juste quand je peux recommencer. Ouais. Alors, il y a quelque chose dont je voudrais encore que vous me parliez, c'est de ce label, le label Best Managed Company, qui est un label qui est attribué par Deloitte, qu'on ne présente plus. Vous l'avez. Et j'aimerais bien aussi que vous m'expliquiez un petit peu ce processus, comment ça s'est passé pour l'obtenir, et aussi ce que ça vous a apporté à tous les deux et à l'entreprise. Oui, ça a commencé justement, comme je disais tout à l'heure, on essaie de s'entourer d'autres chefs d'entreprise et on est membre du groupement des chefs d'entreprise du Québec, qui est un nom un peu bizarre pour un groupement de chefs d'entreprise qui est en Belgique, mais c'est parce qu'on est une des antennes du Québec. Et lors d'une des conférences, il y a Vincent Trévisan, si je me souviens bien, qui est venu faire une conférence expliquant un petit peu justement tout ce processus du label Best Managed Company. Et donc on s'est posé la question après, ça nous a pris un petit temps de se dire est-ce qu'on se mettrait bien là-dedans? Est-ce que c'est pour notre genre de société ou est-ce que c'est pas pour des monstres qui font 5000 personnes? Nous on n'est jamais que 85. Et au final on s'est dit on va tenter le coup. Et donc on a rentré notre demande, on a eu tout un travail. En fait on doit rendre un dossier qui fait, je dirais, 30-40 pages sur plusieurs piliers qui est financier, stratégie, ressources humaines et gouvernance. Et alors on doit répondre à beaucoup de questions. Puis il y a un coach qui vient pour nous challenger, voir si on n'a pas laissé des petits points d'ombre dans notre stratégie qu'on a mis un peu de côté. Et puis après, le dossier passe devant un jury. La première année, on ne l'a pas eu parce qu'il y avait 2-3 petits points, principalement au niveau de l'innovation, qui est quelque chose de vraiment important pour nous. Mais c'est quelque chose plus qu'on vit que ce qu'on commercialise.
Je m'explique, c'est des choses qu'on fait nous pour développer l'entreprise et pour améliorer nos processus. On améliore notre offre, là spécifiquement sur ce projet-là, c'était de connecter nos compresseurs sur le cloud. Mais nous, c'était un service qu'on voulait faire parce que c'était bien et pas spécialement d'avoir tout un plan financier, de le vendre aux clients. Ils nous ont dit, quand vous développez autant, vous devez essayer vraiment d'aller plus accompagner ça pour que ça devienne un nouveau produit, ça pourrait diversifier votre société. Et c'est vrai que ça a été un feedback qui a été bien pris par l'équipe, par l'équipe projet qui travaillait dessus. Et donc on a réorienté un petit peu pour se mettre là-dedans. Mais ça nous a surtout permis aussi d'avoir un regard extérieur, parce que Deloitte, comme tu l'as dit, on ne doit pas les présenter. C'est pas le gars qui arrive du coin de la rue et qui fait son premier projet de consultance. C'est vraiment une grosse boîte et c'est des gens de haut niveau qui coachent. Et donc ça nous a permis d'avoir un regard extérieur sur notre société, de voir des gens qui voient des sociétés tous les jours différentes et qui puissent nous dire, tiens, là au niveau de votre culture, ce que vous faites sur le participatif, ce que les gens puissent s'impliquer, c'est vraiment bien. Vous pouvez essayer de faire un petit peu ça que j'ai déjà vu autre part. Et c'est vrai que nous, c'était la première fois qu'on avait vraiment un regard extérieur, une espèce, je ne sais pas si on peut utiliser le mot, mais une espèce d'évaluation de ce qu'on fait depuis 5 ans, parce que c'est aussi un peu le problème quand on est directeur, patron ou chef d'équipe, c'est qu'on n'a pas toujours du feedback tout le temps. Alors nous, en tant que directeur, il y a peu de gens au-dessus de nous. On a notre conseil d'administration, on a quand même une structure avec notre président du conseil d'administration qui nous donne du feedback, mais c'est vrai que ça fait toujours du bien quand on passe plusieurs heures et plusieurs demi-journées avec un consultant et qui nous dit vraiment vous faites du bon boulot. Et suite à ça, à la deuxième candidature, on a réussi à avoir le label et c'était vraiment quelque chose de gratifiant et dont tout le monde était fier au sein de la société, pas juste nous deux, mais je pense que tous les collaborateurs étaient vraiment contents qu'on puisse avoir ce label-là. Ouais, c'est une belle fierté pour tous les collaborateurs aussi. Et franchement, ça a été un bon regain d'énergie positive au moment de l'annonce. Et aussi, c'est une belle carte de visite pour nous d'être Best Managed Company, aussi bien pour nos clients, nos fournisseurs, que pour les recrutements. C'est vraiment super positif. Je vous cite aussi, vous m'avez dit, ça fait plaisir aussi de voir son nom en tant que petit poussé liégeois à côté des grandes entreprises qui ont le label aussi. C'est aussi une belle reconnaissance. Oui, parce que la plupart des autres sociétés sont plutôt de 500 à 2000 personnes. Et donc c'est vrai que nous, on est vraiment le petit poussé qui vient là. Et c'est vrai qu'on était un peu impressionnés le jour de la cérémonie quand on voit les noms qui passent, les visages, parce que c'est vraiment les directeurs des sociétés qui viennent. Donc c'est un label qui est vraiment... C'était toutes les couvertures de Trends Tendance. Voilà. Et donc c'est vrai de se dire, nous les petits liégeois, Mathieu et Jonathan, on est avec eux. Donc c'était vraiment chouette. Et c'est vrai que ça donne quand même une visibilité qui est non négligeable aussi au niveau belge. Donc c'est vraiment chouette, vu que nous on est présents sur toute la Belgique, c'est vraiment chouette. Je rebondis justement sur cet ancrage liégeois, puisque c'est là que l'entreprise est née. Mais aujourd'hui, vous l'avez dit, vous avez aussi un siège à Wetteren et aussi un siège à Anvers. Et justement, comment est-ce que vous faites pour que ces valeurs soient les mêmes alors que vous travaillez sur des sites différents? Comment est-ce que vous avez réussi à créer cette cohésion en fait, entre les différents sites? Étonnamment, en termes de valeurs, ça n'a pas du tout été un défi. Donc, en termes de valeurs, les valeurs sont bien partagées sur les différents sites et il y a une forte cohésion autour de ces valeurs et autour de l'entraide entre les différents sites. Et bien qu'on puisse penser que la langue et que les disparités nord-sud pourraient poser problème, à nous, pas du tout. Il y a l'aspect linguistique où il faut toujours pouvoir communiquer dans les deux langues, qui est un défi au jour le jour. Mais en termes de dynamique, de mentalité, c'est sûr qu'il faut accompagner le fait d'être plus ou moins présent sur un site, mais en termes de valeur et de dynamique, c'est quelque chose qui est bien ressorti partout et je pense que tout le monde ressent ça de la même façon. On a lancé aussi notre activité en France qui est encore petite pour l'instant, mais où aussi on lance avec le même business manager, enfin le même business model et façon de gérer les choses. Ouais. Et je pense que c'est vraiment... C'est ce que notre papa avait lancé à l'époque, de faire des petites équipes autonomes et qu'on pousse encore plus loin, qui fait que ça va vraiment bien. Parce que je pense que ce qui est très compliqué, c'est quand on a un siège social où toutes les décisions se prennent à un endroit et puis qu'on essaye de les imposer un peu loin où on ne va pas spécialement et que les gens ne comprennent pas, n'ont pas l'explication et donc ne voient pas le sens de ce qu'on leur demande de faire. Mais nous ici, les équipes en Flandre sont 100% autonomes. Alors on vient pour accompagner sur des recrutements, sur de la stratégie long terme, mais au quotidien, ils ont le pouvoir de
plus ou moins tout décider dans ce qu'ils font. Et donc, il n'y a pas de frustration de se dire on est sur plusieurs sites, on n'a pas toujours les directeurs qui sont là tous les jours. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça peut marcher, c'est qu'il n'y a pas la frustration de se dire je dois communiquer avec quelqu'un qui est loin, que je ne vois pas souvent. Ben non, le pouvoir de décision est proche du terrain. Et donc, quand on a un problème, on peut le résoudre. Et on ne doit pas attendre 2 semaines d'avoir quelqu'un qui vient d'un autre site. Et c'est ça qui fait, je pense, la réussite de notre modèle multisite. C'est qu'en fait, c'est presque comme si on avait plusieurs petites sociétés plutôt qu'une société où on impose des décisions de loin. Donc non, ça marche vraiment bien. Et toutes nos équipes progressent bien, toutes nos équipes grandissent. Donc on ne peut même pas dire il y a un site qui va vraiment mal, l'autre qui va bien. Je trouve que la dynamique est vraiment bonne chez tout le monde, aussi bien en Wallonie qu'en Flandre. Et comme Mathieu le disait, on n'a jamais ressenti de l'animosité d'un côté envers l'autre, quel que soit le côté. Donc c'est vraiment chouette et tout le monde a toujours plaisir à se retrouver. Donc c'est super positif. Je vous remercie. Est-ce que vous avez chacun un mot de conclusion, quelque chose que vous voudriez vraiment mettre en avant en terminant ici? Moi, je peux peut-être dire une chose. C'est vrai que si vous avez regardé cette interview, vous avez peut-être pensé que tout est toujours... qu'on vit dans un monde de bisounours, pas du tout. Parce que c'est vrai qu'on a nos difficultés aussi, qu'on a notre challenge, qu'au niveau, malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'autonomie et beaucoup de responsabilité dans notre entreprise, il y a quand même aussi des gens qui ont des périodes difficiles et qu'on doit accompagner. Donc, je ne dis pas que c'est une solution à tous les problèmes, mais clairement, quand on se lance dans cette aventure de donner plus d'autonomie et vraiment plus de confiance aux personnes, on ne le regrette pas. On ne le regrette pas, c'est quelque chose où il faut aussi pouvoir soi-même être prêt à une remise en question en tant que directeur, mais c'est une belle aventure et en tout cas, franchement, j'incite tout le monde à pouvoir se lancer là-dedans parce que c'est très enrichissant, même au niveau personnel. Oui, moi je reviendrai un peu sur ce que Mathieu disait plus tôt. C'est pas tant, je trouve, avoir une entreprise participative, parce que nous on dit on a une entreprise participative, mais on ne considère pas spécialement, nous c'est notre objectif, donc ici on passe comme si tout était déjà fait, mais je pense que c'est plus le chemin qui compte. C'est pas de se dire tiens je veux arriver là, je veux avoir ça et demain je vais l'avoir, parce que ça c'est pas possible, ça doit se faire par petites étapes et ça se fait, il faut suivre le rythme de la société, on ne peut pas imposer un rythme et de se dire demain je vais être participatif et je vais donner l'autonomie à tout le monde va comprendre, ça ne marchera pas. Et je pense que chaque société doit trouver son rythme, trouver son chemin, et c'est vraiment le trajet qui compte, parce que je pense que c'est un trajet qui finit jamais. On est dans une évolution de la société qui va tellement dans cette direction et qui pousse toujours plus loin, et qui va tellement plus vite, même là-dedans, qu'on peut toujours aller plus loin. Donc il ne faut pas se dire, tiens, je n'arriverai jamais au bout. L'important, c'est de commencer et de voir jusqu'où on veut aller, et comment on se sent. Et comme Mathieu dit, c'est toute une évolution. Même nous, chaque jour, on se remet en question. Et il y a 5 ans, on n'était pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment super enrichissant comme expérience. Et je pense que ça vaut le coup d'être vécu par tout le monde. Merci Mathieu, merci Jonathan, merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. C'était très intéressant. J'espère que ça vous a intéressé autant que moi. Je vous remercie de votre participation à ce webinaire et je vous invite à vous rendre sur notre site pour vous inscrire à notre événement qui aura lieu ce jeudi 23 septembre, un débat live avec des intervenants qui parleront à nouveau de cette thématique du bonheur au travail. Merci.